Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Santé Mag, le premier de cette nouvelle saison. Merci à tous ceux qui nous ont écrit sur la page Facebook de l'émission et se sont impatientés du retour de l'émission Santé. Ce soir, nous parlons d'un thème d'actualité. Après 7 mois de diète pédagogique, voilà enfin que les dates de la rentrée scolaire sont enfin connues. Une reprise qui suscite l'approbation de tous, mais quand même avec quelques réserves, puisqu'au temps du coronavirus, il y a toujours des précautions à prendre. Alors, quel protocole sanitaire appliquer pour éviter la propagation du virus? Comment protéger nos enfants? Quelles sont les données dont nous disposons sur le coronavirus et ses manifestations chez les enfants, justement? On parlera également de l'impact de cette rupture avec l'école sur nos enfants, mais aussi sur leur cursus scolaire. Voilà en gros le thème que nous allons aborder ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Riaté Mostefa. Vous êtes pédiatre et président de la FOREM, Fondation nationale pour la promotion de la santé et du développement de la recherche. Bonsoir. Bonsoir, merci de l'invitation. Merci à vous d'être parmi nous. Je rappelle également que vous publiez prochainement un ouvrage sur la Covid, réalité et vérité. J'ai également le plaisir de recevoir le docteur Benkaïda Ali Benabid Yasmine. Vous êtes médecin généraliste et directrice d'un jardin d'enfants. Bonsoir. Bonsoir, merci pour votre Merci d'être parmi nous. Merci à vous. Oui, et pour développer autour de ce thème également, nous avons le plaisir de recevoir le docteur Abdelkrim Touahria. Vous êtes membre du comité scientifique du suivi de l'évolution de l'épidémie du coronavirus. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous tous d'être là pour éclairer nos téléspectateurs autour de ce thème très important en rapport de nos enfants et de leur scolarité. Alors avant de rentrer peut-être dans le vif du sujet et parler de la Covid, mais aussi du protocole sanitaire, une question toute simple que beaucoup de gens se posent en ces temps, après, je le disais à l'instant, après 7 mois de diète pédagogique, à quel point le retour à l'école est-il bénéfique pour nos enfants, professeur? D'abord, ce retour est un véritable événement pour les enfants qui sont déjà scolarisés, parce qu'ils l'attendaient depuis déjà longtemps. Il y a une préparation psychologique au niveau des familles, vous allez rentrer à l'école, on prépare le cartable, etc. Et puis, il y a l'attente. Cette attente qui ne fait que, qui n'a fait que durer. Donc, certainement que les enfants attendent cette rentrée avec, je dirais, pas comme les autres années. Et puis pour les nouveaux, les tout nouveaux, on leur a annoncé quelque chose, c'est encore tout à fait imagé, mais ils n'ont pas encore, ils sont contents de ne pas rentrer encore. Oui. Ces enfants-là, en fait, vont venir de différents milieux. Il y a ceux qui auront passé 7-8 mois dans des espaces très très réduits, des petits appartements, parce qu'ils n'ont pas la possibilité de sortir et les parents ne voulaient pas qu'ils sortent. Absolument, justement à cause du confinement et à cause également de la contagion. Très peu peut-être de ces enfants-là ont eu le privilège d'avoir un jardin ou des grandes maisons où ils ont pu jouer, mais toujours est-il que tous ces enfants-là, quel que soit leur niveau socio-économique, vont attendre cette rentrée de façon tout à fait différente par rapport aux autres entrées. Oui. Docteur Benkaïda Ali, vous êtes responsable, je le disais en vous présentant, d'un établissement de la petite enfance. Vous avez repris depuis quelques temps. Je pense que les tout petits ont repris avant. Bon, l'école primaire, c'est dans quelques jours, puis le collège et le lycée, donc c'est par palier. Oui. Nous, effectivement, nous avons repris depuis un mois à peu près. Et donc, on voit bien que les enfants étaient contents de retrouver leurs camarades, leur vie sociale, tout simplement. Et on les a accueillis d'abord en les prenant en charge sur le plan psychologique, parce qu'ils avaient quand même perdu certains repères. Ils sont restés longtemps confinés, dans de bonnes conditions, moins bonnes. Comme disait le professeur Riaté, ce ne sont pas les mêmes conditions socio-économiques pour tous. Donc, chacun a vécu ce confinement. Et là, donc, ils sont heureux de retrouver enfin une vie normale, entre guillemets. Une organisation aussi, l'école. Tout à fait. Voilà, garantit une organisation. Les enfants n'avaient pas de repères sans l'école, n'est-ce pas? Oui. Docteur Touahria, alors notre thème, bien entendu, est la reprise scolaire. Nous le disons depuis le tout début de cette émission. Mais il n'y a pas que la rentrée scolaire qui aujourd'hui, j'ai envie de dire, marque l'actualité. Il y a aussi un événement politique, notamment le référendum. Il y a aussi la reprise des activités sportives. Vous veniez d'une réunion à l'instant, vous nous en parliez avant l'enregistrement de cette émission, la reprise de l'activité au niveau de la SAFEX. Alors, quand on voit tous ces événements, on a un peu peur
l'heure. Est-ce que nous disposons aujourd'hui de toutes les données? Est-ce qu'on sait où on va clairement? Bien, merci pour la question. Avant tout, je voudrais rappeler que cette pandémie Covid-19, effectivement, a engendré des répercussions mondiales, oui. À l'origine du gel ou de l'arrêt de tous les secteurs d'activité. Ces répercussions sont effectivement à la fois d'ordre économique, social et psychologique. Donc vous parliez tout à l'heure des enfants. Effectivement, il y avait une répercussion psychologique sur le fait de déserter l'école pendant une aussi longue période. Aujourd'hui, on va dire que Dieu merci, parce que c'est quand même une décision importante, cette décision de la reprise de l'école. Je voudrais juste rappeler que cette décision, elle est pensée et stratifiée par rapport à des paramètres sanitaires et épidémiologique. Clairement, oui. Absolument. Donc aujourd'hui, dire que nous avions une maîtrise totale sur le présent et le futur, il faut dire que c'est une situation inédite. Donc nous découvrons au jour le jour cette situation et nos décisions, justement, les décisions du comité scientifique sont prises au jour le jour. Voilà. Oui. Je vais vous proposer justement, pour peut-être voir plus clair, un reportage sur le Covid chez l'enfant. Regardez, c'est un reportage signé Walid Yousfi. Arrêt de cours, la date de la rentrée scolaire est enfin fixée. Mais cette rentrée en temps de pandémie de coronavirus inquiète les parents qui se posent beaucoup de questions, notamment à propos du degré de contamination chez l'enfant. Et justement, Gassem Ben El-Moufaq Oulida, professeur en pédiatrie à l'hôpital de Bertararia, nous apporte plus d'éclaircissements. Contrairement à ce qui a été dit au début de la pandémie de la Covid-19, que l'enfant serait un contaminateur potentiel, après un recul de 7 mois de cette pandémie, et toutes les études qui ont été faites, ils ont conclu que l'enfant n'est pas un contaminateur, un grand contaminateur, et qui est faiblement contagieux, et que l'enfant, c'est au contraire, il est victime d'un contaminateur adulte, et ce contaminateur, c'est toujours un adulte au niveau de l'entourage, et c'est surtout l'entourage familial. Les enfants, entre eux, il n'y a pas une contamination très grande, donc ils se contaminent peu ou faiblement. Pour protéger les enfants et réduire la propagation du coronavirus dans les écoles, le respect des mesures sanitaires est primordial, mais pas seulement. Le professeur Gassem Ben El-Moufaq nous en dit plus. C'est qu'il ne faut pas tomber dans la dramatisation ni dans la banalisation. Ce qu'il faut faire, c'est respecter les mesures de sûreté, respecter les mesures barrières, être responsable. Le rôle de tous est très important. Il faut jouer le jeu. Donc les adultes de l'établissement et les parents aussi qui ont un grand rôle, un rôle essentiel, je dirais. Pourquoi? Les parents vont sensibiliser, vont communiquer davantage avec les enfants, et les parents vont s'engager à être responsables. S'ils détectent que l'enfant a été infecté par le Covid ou qu'il y a un sujet contact, il ne faut pas qu'il cache ça. Il faudra aviser l'établissement, garder l'enfant à la maison et s'assurer du diagnostic. S'il s'avérait que c'est une infection par la Covid-19, le SARS-CoV-2, dans ces cas-là, il faut respecter les règles de confinement. Faire preuve de vigilance et respecter les mesures barrières, une responsabilité qui incombe à tous. Tel est le mot d'ordre pour une rentrée sereine et moins risquée. Alors nous l'écoutions à l'instant dans le reportage, le professeur Gassem l'a rappelé que la contagiosité peut-être d'un enfant à un enfant n'est pas très importante. C'est ce que rapporte d'ailleurs le rapport du Centre de prévention européen dans une publication récente. Très peu de mortalité chez les enfants, très peu de contagion d'enfant à enfant. Mais est-ce que cela signifie qu'aujourd'hui les enfants sont hors de danger, professeur Riadé ?
De façon générale, l'incidence chez l'enfant est de 1 à 5% dans tous les pays du monde. Il y a eu beaucoup de publications, notamment italiennes et espagnoles, sur le sujet. En Algérie, nous avons une seule publication, celle de l'équipe de Bainam, qui a montré qu'il y avait 3,5% d'enfants atteints par la Covid. Malheureusement, les enfants immunodéprimés qui ont été atteints sont tous décédés, mais c'est connu. C'est connu que l'immunodépression, c'est comme les comorbidités, sont délétères pour les personnes qui les portent. Dans ce cas particulier, les enfants sont très peu touchés. Je parle des enfants normaux. Ils sont très peu touchés, soit d'un enfant à un enfant, soit d'un enfant à un adulte. Et ça a été prouvé. Ça a été prouvé un peu partout. Je pense qu'il faut se garder de se focusser sur la France. Parce qu'il y a trop de contradictions qui viennent justement des chaînes de télévision françaises. Mais si on voit ce qui se passe ailleurs, les données sont tout à fait transparentes. Donc l'enfant ne contamine qu'exceptionnellement, donc je pense que je n'ai pas encore vu moi de publications sur ce sujet-là. Et d'enfant à enfant, on a rapporté 3 ou 4 publications, mais il y a toujours des doutes dans ces publications-là. Les raisons sont connues, peut-être que j'aurai le temps de revenir sur ça. Oui. Docteur Touahria, à quel point l'école peut être un facteur de transmission, de circulation du virus finalement? Je voudrais, avant de répondre à votre question, faire quelques rappels. Déjà, la pandémie Covid-19 est due à un virus qui est le SARS-CoV-2. Et comme toutes les maladies virales, le virus circule. Et les moyens de transmission, j'aimerais bien les rappeler aussi aux téléspectateurs, il y a 2 moyens de transmission. Il y a la transmission directe par voie aérienne, donc à travers les postillons, et puis il y a une transmission indirecte qui est, elle, par voie manuportée. C'est-à-dire il y a par les objets contaminés. Les objets contaminés, il faut savoir aussi que ce virus peut survivre sur une surface de quelques minutes jusqu'à voire quelques jours. Et donc, connaissant donc ces définitions de base, donc le virus se transmet d'une personne à une autre. Donc il ne choisit pas l'âge. Voilà, il faut bien le préciser. Donc maintenant, il s'agit de... Non, mais là, c'était pour expliquer, excusez-moi, docteur Touahria, mais ça, c'était pour expliquer, ça, c'est des publications scientifiques, c'était pour expliquer que la contagion d'enfant à enfant, elle est très faible. C'est-à-dire, les enfants, s'ils sont contaminés, généralement, ils sont contaminés par un adulte. Voilà, c'était pour expliquer un peu cet aspect qui a été prouvé par des publications scientifiques. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de littérature sur cette question. Mais moi, je voudrais juste dire que effectivement, la vigilance est de mise. C'est peut-être, quand on parle d'enfants, c'est des porteurs sains. C'est des porteurs sains, donc ils sont asymptomatiques, mais le virus, lui, il ne choisit pas. Donc il se transmet donc d'une personne humaine à une autre personne humaine. Comme l'avait dit tout à l'heure le professeur, maintenant, il va falloir faire la différence entre ces enfants-là. Effectivement, ils ne le manifestent pas, ils sont asymptomatiques, j'allais dire, et ce qu'on appelle les porteurs sains. Seulement, le danger, il réside où il réside, comme il avait déclaré le professeur à l'instant, chez les enfants qui sont immunodéprimés ou qui ont... L'obésité aussi, c'est un autre facteur qui est très très important. Comment peut-on protéger justement nos enfants aujourd'hui dans l'école ? Vous savez, nous, au comité scientifique, on a mis effectivement un protocole sanitaire. Ce protocole sanitaire, il faut le dire, qui est basé sur des principes fondamentaux. Ces fondamentaux-là, qui sont inspirés des recommandations de l'OMS et de l'UNESCO. Donc nous, on n'a fait que... De toutes les manières, tous les protocoles convergent. Les protocoles, voilà, les protocoles dans le monde entier, ils convergent. D'ailleurs, ces protocoles sanitaires qu'on est en train de mettre en place pour accompagner les différents secteurs, pas que celui de l'éducation, mais tous les secteurs d'activité, pour la reprise, bien évidemment. Donc, ce protocole sanitaire, il repose sur des principes simples. Donc, c'est le respect de ces gestes barrières, à savoir
donc la distanciation physique, le port de masque, l'aération, hein, on va en parler peut-être tout à l'heure, les salles de classe. En parlez, oui, les salles de classe, il faut qu'ils soient aérés. Et puis il y a aussi un autre paramètre qui est très important, c'est le nettoyage et la désinfection des surfaces. Surfaces en général. Si vous permettez, juste une petite explication concernant pourquoi les enfants sont moins atteints. Tout simplement, c'est parce qu'il y a beaucoup de virus qui circulent dans l'enfance, et notamment de la même famille que les coronavirus. On sait qu'il y a 4 ou 5 coronavirus. Donc les enfants ont déjà contacté ce type de virus et ils ont développé des anticorps et ils ont une immunité croisée. C'est l'explication qui est donnée dans toutes les publications. On a parlé même de la vaccination, professeur. On a eu des preuves aujourd'hui sur le terrain, c'est qu'il y a peu d'enfants qui sont atteints. Oui. Alors comment, si vous permettez, justement, comment protéger nos enfants aujourd'hui? Ça c'est un point très important, d'expliquer aux gens qui nous regardent qu'aujourd'hui, la contamination au niveau des écoles, notamment pour les primaires, parce que c'est eux qui vont commencer encore une fois les premiers, ça sera le 21 octobre pour le rappeler, la contamination ne se fait pas vraiment d'enfant à enfant. Il n'y a eu qu'un seul cas qui a été confirmé, selon encore une fois le rapport du centre de prévention européen. Voilà. Il n'y a eu qu'un seul cas d'enfant à enfant qui a été confirmé. Finalement, tous les enfants qui ont été contaminés ont été contaminés par les adultes. Donc aujourd'hui, c'est aux adultes de faire attention, n'est-ce pas, professeur? Absolument. Moi, je pense qu'il y a un protocole qui a été fait. C'est un protocole que je dirais universel, adapté peut-être à l'Algérie, mais tous les pays ont fait des protocoles destinés justement à préserver l'enfant. Ces protocoles qui visent justement à ce que l'enfant reçoive le moins possible donc, de ces virus-là, que ce soit par la main ou directement par l'aéroporté. Le problème qui se pose, c'est que d'abord, les adultes qui se présentent à l'école pour, par exemple, attendre leurs enfants, etc., doivent porter des masques, surtout ceux qui pénètrent à l'intérieur de l'école. Les enseignants, le personnel technique, le personnel administratif, etc. Ça, je pense, c'est dans le protocole, c'est pas un problème. Il y a également une ventilation des salles, c'est très important. Il en a parlé, docteur Touahria. Troisièmement, c'est l'espacement au niveau de la salle de classe. Aujourd'hui, les salles de classe, ce n'est plus les 40 et 45 et 50 qu'on a vues. Elles ne doivent pas, je crois, c'est 20 le maximum. Et par surface, c'est ce qu'on a toujours demandé, il faut qu'il y ait un calcul en fonction des surfaces. Un enfant, c'est 2,6 mètres carrés aujourd'hui, c'est plus clair, parce qu'on voit les choses. Bien sûr, on doit conseiller aux enfants de ne pas trop jouer en s'enlaçant, etc., parce que, justement, il y a les contacts. Bien sûr, il y a la désinfection. C'est un peu difficile, hein, quand même, pour, non, c'est les clair, enfants. C'est clair, mais il faut le rappeler tous les jours et peut-être permettre à l'enfant de le dire à ses camarades, mais c'est surtout la désinfection, donc et faire en sorte que toutes les 2 heures, on puisse se laver les mains avec du savon et de l'eau, etc. Il y a un point très important, justement, vous me tendez une perche, professeur Khriaty, puisque vous parlez du nombre des élèves au niveau des classes et du lavage des mains. Alors, à quel point ce protocole, finalement, j'ai envie de revenir sur la faisabilité, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a des établissements, par exemple, il suffit de sortir d'Alger pour trouver des établissements où on ne trouve même pas de l'eau courante. Comment vous allez faire pour avoir 20 élèves par classe? Est-ce que ce protocole, finalement, et ça sera évident de l'appliquer? Vous voulez ma réponse en tant que membre des comités scientifiques? Oui, Cela ne me concerne pas, parce que nous, on met en place un protocole. Dispositif. Après, c'est à l'enseignement, c'est à l'éducation. Oui, en tant que membre du comité scientifique, moi, le comité met en place, après la faisabilité de la chose, oui, je que oui, c'est faisable. Il faut faire des efforts. Là, on est en plein... On est local. Il y a le WELI, il y a les APC. Si l'école n'a pas d'eau, il faut lui envoyer avec une citerne, etc. Je pense qu'il y a un problème de responsabilité. Vous avez un rôle consultatif, c'est ça? Tout à fait. Je voudrais juste rajouter au fait, les écoles, il y a des structures de santé qui sont en charge des élèves. C'est les UDS, donc c'est des unités d'épidémio et de soins, de dépistage, pardon, unités de dépistage et de soins, ces UDS qui sont renforcées par les EPSP. Et dans les UDS, on trouve un médecin. C'est la santé scolaire. Oui. On trouve des médecins, des chirurgiens dentistes, des psychologues. Donc ceux-là, ils veillent. Donc c'est des professionnels de santé qui veillent à l'application du protocole sanitaire. Oui. Docteur Benabid, vous faites partie, je sais que vous vouliez parler, mais je vais vous poser quand même une question. Vous vouliez rebondir, mais j'ai envie de revenir sur
Parce que vous faites partie d'un collectif qui a proposé justement le protocole sanitaire pour les jardins d'enfants, c'est ça? C'était au mois de mai déjà, oui. C'était à l'initiative de la direction de l'action sociale d'Alger. Alors, est-ce qu'on peut rappeler les grandes lignes justement du protocole sanitaire et comment vous l'appliquez aujourd'hui? Est-ce que c'est évident avec les tout-petits? On parlait tout à l'heure justement par rapport à la distanciation. Comment expliquer à un tout-petit de ne pas toucher son camarade lorsqu'il joue? C'est un peu compliqué. Il faut le faire comme un jeu d'enfant. Il faut le faire comme un jeu d'enfant. C'est vrai que ça va à l'encontre de leur nature, parce que l'être humain par nature, l'enfant, tend à se rapprocher. Bien sûr, pas de masque. Non, pas de masque. Pas de masque, c'est uniquement les lycées qui sont dans l'obligation de porter. Visière. Oui. Ni de visière. Le personnel, en revanche, doit porter une protection, donc en l'occurrence un masque. On doit veiller à une distanciation, donc moins d'enfants dans les locaux, évidemment. Un lavage répété des mains et puis une aération naturelle, éviter climatiseur, sèche-mains électrique, etc. Et voilà. Au niveau des cantines, ça aussi, c'est un aspect quand même un peu c'est un placement à table complètement différent, donc il y a vraiment une distance sur un rayon d'1 mètre entre les enfants. Oui. Professeur Riaté, c'est clair, la pandémie finalement nous inculque une culture, change nos habitudes. C'est carrément une éducation à la santé qui est aujourd'hui inculquée à nos enfants. Est-ce que cela pourrait avoir aussi un impact sur les autres maladies transmissibles au niveau scolaire? Bien sûr. Au niveau des écoles. Bien sûr, c'est clair. Je pense qu'à l'occasion de ce coronavirus, ce sera l'occasion de doter les écoles qui n'ont pas d'UDS, qui n'ont pas de médecins, qui n'ont pas de psychologues. C'est peut-être l'occasion de le faire, parce qu'aujourd'hui, le virus nous impose justement des protocoles et nous impose également l'exécution de ces protocoles. Cela veut dire qu'il faut qu'il y ait un personnel adapté pour cela. Donc l'occasion est vraiment très intéressante. Ça permettra de doter ces écoles-là d'une couverture sanitaire, surtout pour celles qui n'en avaient pas. Bien sûr, il y a toutes les autres pathologies. Le médecin ne doit pas être obnubilé par le coronavirus. Il a en face de lui un être vivant, un enfant. Il doit bien sûr rechercher les autres problèmes. C'est-à-dire, je parle des maladies chroniques, les maladies à déclaration obligatoire qu'il doit faire de façon périodique. Il doit s'intéresser par exemple à sa santé bucco-dentaire, parce qu'on passe souvent à côté, etc. Tous ces problèmes-là, en fait, sont liés, parce qu'au niveau du corps humain, un petit bobo entraîne un autre et il y a des conséquences un peu graves. Donc il faut absolument que le médecin joue son rôle pleinement face à ces enfants-là. Oui. Docteur Touahri, j'ai envie de revenir avec vous aussi sur... On sait aujourd'hui que ce sont les enfants des classes primaires qui font un peu le test, parce qu'on est, comme nous disions tout à l'heure, dans une phase d'observation. Alors, pourquoi a-t-on fait ce choix? Pourquoi commencer par les tout-petits? Ben oui, c'est tout à fait logique. C'est un peu ça reflète un peu ce qu'on était en train de dire tout à l'heure. Donc on commence par les classes des tout-petits, parce que la transmission, effectivement, elle est moins importante. Elle est moins importante et commencer déjà, il faut toujours commencer par un pilote, quoi, si je puisse m'exprimer de cette façon, par un pilote, pour voir ensuite, parce qu'aujourd'hui, toutes les décisions, encore une fois, pour revenir, toutes les décisions qu'on est en train de prendre, en fait, on peut revenir sur les décisions. Il n'y a qu'à voir à l'étranger, notamment dans certains pays d'Europe, où ils sont en train de reconfiner encore. Il y a une recrudescence de cas, donc ils sont en train de revenir. Maintenant, du 21 octobre jusqu'au 4 novembre, nous avons quand même nous aurons assez de recul pour observer déjà cette... On a déjà un premier test avec les jardins d'enfants. Oui, voilà. Absolument, et oui. Concernant la contamination, j'aimerais juste ajouter, pour rebondir sur les propos du professeur Riaté, quant aux chiffres que nous avions en Algérie, il faudrait savoir qu'il faudrait les lire conjointement avec le fait
que les enfants étaient confinés. Attendons de voir quel sera le... sortir. Voilà, ils vont sortir. Et Dieu merci, ils ont commencé à sortir avant l'ouverture des collectivités. Quand je dis collectivité, j'entends jardin. Voilà, ils ont commencé à sortir 2-3 semaines avant. Et moi, personnellement, je parlais aux parents, je leur disais, faites-les sortir. C'est important qu'ils réactivent un peu leur immunité. Parce que bien que les enfants aient une immunité acquise assez fraîche, parce qu'ils font beaucoup de viroses, et ils rencontrent beaucoup de coronavirus à leur âge. Et nous avons un calendrier vaccinal depuis quelques années qui est bien étoffé. Donc, normalement, ils devraient être solides face à une contamination. Mais on a quand même demandé de réactiver un peu leur mécanisme immunitaire. Oui, mais ceci dit, ces mesures par palier sont intéressantes. Ça permet de revenir en arrière absolument. À temps. Donc ça permet de wait and see, c'est-à-dire attendre et voir, absolument. Faire le premier palier, le second palier, etc. D'autant plus qu'on est... C'est graduel, absolument. Tout à fait, et on est face à un virus qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas ses comportements, on ne connaît pas son évolution. Et donc cette démarche progressive et je pense la plus sage. Oui, je voulais revenir avec vous aussi sur le port du masque. Rappelez, donc le port du masque n'est pas obligatoire pour les petits, donc c'est uniquement pour les lycéens, c'est ça? Non, pas du tout. Dans le protocole sanitaire, justement, le port du masque est obligatoire à partir du cycle primaire jusqu'au... Ah d'accord. Ah, oui. Ah finalement, donc même les enfants... Oui. C'est pas ce qu'on a vu dans la presse, d'accord? C'est important de le rappeler, oui. C'est effectivement dans les discussions, et on en a parlé, donc, finalement, parce que dans certains pays du monde, le port du masque n'est obligatoire qu'à partir de 11 ans. Oui, parce que la contagiosité, justement, d'un enfant de 11 ans, elle est comme celle d'un adulte. Alors, moins de 11 ans, c'est ça, je pense que c'est ça l'info qu'on a donnée. Mais dans le protocole, le port du masque est obligatoire pour tous les élèves, à tous les cycles, à tous les paliers, et pour le personnel. Donc il est obligatoire. Vous êtes sûr? Ah oui, certain. Et puis surtout, il faut traquer les vulnérabilités des enfants. Justement, j'allais parler... C'est ça le rôle des... J'allais parler justement des enfants vulnérables, peut-être... mais là, bon, tout le monde va porter un masque. J'allais dire, le port du masque sera peut-être souhaitable pour des enfants qui ont des maladies chroniques, par exemple. Ce sera très difficile de l'appliquer aux primaires, c'est clair. Avec le moyen, c'est possible. Donc c'est pour ça que, bon, je suppose que les gens vont être relativement laxistes à ce niveau-là. Mais c'est le rôle, justement, du personnel médical et paramédical, justement, de dépister. C'est difficile d'avoir des visières alors que déjà les masques c'est un problème. Oui, donc, il faut les trouver. Oui. Oui. Alors, il faut se donner les moyens. C'est 8 millions d'enfants. Hein. Oui. Je voulais vous faire réagir, professeur Khiati, sur justement l'aspect qu'a abordé tout à l'heure docteur Benabid par rapport au fait de responsabiliser les enfants sans générer d'anxiété. Comment peut-on le faire aujourd'hui? Vous savez, l'enfant est un esprit extraordinaire parce qu'il s'adapte à tout. Il suffit de le mettre dans l'ambiance. C'est-à-dire, c'est un peu la simulation. Donc, s'il sait, il a l'impression que c'est un jeu, il adhère totalement. Donc il faut faire en sorte, ça c'est le côté pédagogique qui doit prévaloir, donc si on arrive à transmettre cela, ça ne posera aucun problème. D'ailleurs, il faut tout un travail de sensibilisation au niveau des écoles. Et contrairement à ce qu'on peut croire, les enfants, on les invite volontiers à appliquer les mesures barrières que des adultes qui ont déjà des habitudes bien ancrées. Oui, tout à fait. J'allais dire que c'est un travail qui va concerner à la fois donc, les parents d'élèves. Donc le travail ne se fait pas seulement à l'école, mais il se fait déjà avant l'école. Donc à la maison, les parents d'enfants, ils doivent faire un travail de sensibilisation qui doit se poursuivre à l'entrée de l'école, à l'extérieur de l'école, et qui devra continuer à l'intérieur de l'école par le personnel encadrant. Oui. Alors dans certains pays d'Europe, pour citer des exemples quand même, parce qu'on a tendance quand même à se comparer, nous le disions tout à l'heure, c'est inévitable. En plus, eux, ils ont fait la rentrée scolaire bien avant nous, donc voilà, on essaye un peu de copier peut-être parfois. Dans certains pays d'Europe, ils ont préconisé par exemple la fermeture des écoles dès qu'il y a plus de 2 personnes qui sont contaminées.
Et par exemple aussi, quand il y a les tiers des écoles d'un village ou d'une commune, comme c'est le cas chez nous, c'est toutes les écoles qui sont fermées. Alors est-ce qu'il y a des mesures semblables à celles-ci qui sont prévues aussi dans le protocole sanitaire? Absolument, oui. C'est le suivi. Donc c'est le suivi, donc il y a des équipes au niveau pour éviter les clusters. Tout à l'heure j'ai parlé des EPSP, le renforcement des UDS par les établissements de santé de proximité. Au niveau de la localité. Oui. Ces EPSP, ils ont ce qu'on appelle des CEMEP, des équipes épidémiologiques, donc qui font le suivi enquêtes sur terrain. Et des enquêtes sur la propagation des virus. Effectivement, quand il y a un cas, deux cas, le rôle, c'est-à-dire le conseil qu'on donne, c'est de confiner ces cas-là. Donc qu'ils rentrent à la maison, ils seront confinés pendant 7 jours, ensuite consultés par un médecin qui préconise peut-être un test PCR ou pas de test, parce que c'est le diagnostic, c'est les symptômes. Symptômes, ce ne sont pas des symptômes du Covid-19, donc il peut ne pas prescrire ce test. Et à ce moment-là, il reprend l'école tout à fait normalement. Mais là, pourquoi le nombre? C'est important. Moins de 2, on ne ferme pas la classe, on ne ferme pas l'école. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le R0, la capacité de contaminer d'un individu de contaminer 3 personnes à peu près, c'est absolument. ça? En moyenne, c'est 2 à 4 personnes. Une personne contamine en moyenne 2 à 4 personnes. D'accord. Voilà. Docteur Benhabib, justement, concrètement, comment se font les choses? Puisque vous avez déjà repris. Alors, comment ça se passe si vous avez, par exemple, un enfant qui a de la fièvre? Comment ça se passe? Dites-nous un peu, est-ce que vous avez les moyens de dépister? Est-ce que vous avez un médecin sur place? Je suis moi-même médecin, donc voilà, ça vous permet déjà d'anticiper. On fait déjà un diagnostic clinique. Oui. Et on a certaines données sur les métiers des parents, sur les antécédents, etc. Donc ça nous permet de déjà savoir si, afin d'éviter une psychose, tout ce qui est maintenant, c'est pas toute fièvre qui est un coronavirus. Oui. Voilà. Oui. Docteur Riati, est-ce qu'on peut rappeler justement dans la foulée les symptômes du coronavirus chez l'enfant? Ils sont identiques à ceux qu'on observe chez l'adulte? Voilà, c'est-à-dire que... Pour éclairer un peu les gens qui nous regardent. Moi, je pense que le seul signe qui mérite qu'on s'inquiète, qu'on suive, c'est la température, c'est la fièvre. Oui. Mais le problème de la fièvre chez l'enfant, c'est un symptôme qui est très fréquent. Donc, pour n'importe quoi, il n'est pas spécifique en fait. Il a une fièvre. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait plusieurs éléments qui concourent. Bien sûr, il faut connaître l'entourage, les antécédents, le contexte, etc. Donc, ce n'est pas facile, c'est vrai, mais puisqu'on nous annonce qu'il y aura donc une armada de médecins et de paramédicaux qui seront sur le terrain. Donc, on peut être tranquille et leur laisser le... Vous pensez je voudrais juste rebondir, oui, allez-y, bien sûr. Parce que c'est important aussi par rapport aux symptômes. Effectivement, il y a la fièvre, mais il y a aussi la fatigue, les courbatures. Aujourd'hui, on voit l'anosmie, la gueusie, c'est-à-dire la perte d'odorat. Oui, mais le personnel. Je parle du personnel. Oui, tout à fait. Mais chez l'enfant, la température entraîne la fatigue. La température assomme l'enfant. Oui. Le mal de tête. Et tout aussi. Attendez, une diarrhée. Figurez-vous, on a reporté beaucoup chez l'enfant, il y a beaucoup de symptômes gastriques. Une simple diarrhée qui est synonyme de Covid. Mais encore une fois, c'est aux adultes de faire attention. Absolument. Parce que l'enfant, je pense qu'il est plus protégé. Toutes les études le montrent à travers le monde. Je pense qu'on ne doit pas... L'enfant de moins de 11 ans, professeur Riati, il faut préciser. Ça dépend. Il y a des études qui disent même moins de 15 ans. Mais disons qu'à partir de 12 ans, de 6 à 12 ans, c'est la frange de la population qui est la mieux protégée aujourd'hui parce qu'elle disposerait
d'anticorps, d'une immunité qui la protège. Oui, justement, vous conseillez de faire vacciner les enfants contre la grippe pour éviter de confondre entre la grippe et le coronavirus, professeur. C'est exactement la confusion qui pourrait naître justement de ce que vient faire remarquer le docteur Tawaria. C'est le problème de la température, de certains symptômes respiratoires, un écoulement nasal, de la toux, etc. Généralement, c'est la grippe. Or, on sait que le vaccin contre la grippe est efficace. Alors, pourquoi ne pas... Ça a été... c'est une mesure qui est devenue générale en Europe et aux États-Unis. Oui. Donc, vacciner les enfants, au moins, on est sûr que ces enfants-là ne vont pas présenter une grippe. Et donc, s'ils présentent des symptômes, fièvre, et éventuellement des signes respiratoires ou digestifs, à ce moment-là, on pense tout de suite au Covid. On ne va pas perdre de temps. Et donc, on pourra peut-être faire une PCR rapidement. Et d'ici là, j'espère qu'on aura plus facilement accès au PCR que maintenant. Oui. Docteur Benabid, les enfants sont quand même restés 7 mois sans aller... voilà, plus de 7 mois, absolument, presque 8 mois. Alors, quelles répercussions a cette répercussion sur eux, d'un point de vue déjà psychologique ? Est-ce que vous pensez qu'on peut rattraper déjà les cours aussi? Oui, ça peut se rattraper, bien sûr, avec le temps. Hein, ça ne se rattrapera pas en un mois ou deux. Hein, déjà parce que là, il faut qu'ils réapprennent à avoir certaines habitudes qu'ils ont perdues et qu'ils avaient qu'à l'école. Hein. Certains parents n'ont pas réussi à maintenir un rythme, entre guillemets, scolaire, hein, oui. Parce que c'est impossible. Ce n'est pas leur métier d'abord. Et puis, il y a d'abord ce travail-là, hein, parce que les enfants ont beaucoup confondu vacances, confinement, et ils n'ont pas trop compris. Voilà, donc souvent quand on leur demandait de travailler, ils disaient non, on est en vacances. Alors que ce n'était pas le cas. Donc effectivement, il y aura du travail à faire, des habitudes à réapprendre et ça ne se réglera pas en un trimestre ou deux. Il faudra sans doute une année scolaire pour que, à compter de la rentrée donc 2021-2022, si tout se passe bien, Inch'Allah, que tout rentre dans l'ordre. Docteur Riati, sur la même question, j'aimerais vous écouter là-dessus. Est-ce que vous pensez que c'est faisable de se rattraper? Je pense que ce sera très difficile. Ce sera très difficile parce que, d'une part, nos enseignants ne sont pas préparés à prendre en charge des enfants qui ont comme ça accumulé un retard. Parce qu'il va y avoir de grosses différences au niveau des classes. Certains parents ont essayé quand même tant bien que mal, hein. Absolument d'assurer une certaine éducation, pédagogique, donc de continuer à donner le contenu scolaire à leurs enfants, etc. Chez d'autres, dans des conditions bien sûr socio-économiques assez difficiles, ça n'a pas été fait. Et donc ils ont un retard important. Je pense que l'école va se consacrer pendant au moins 2 mois à faire une mise à niveau, c'est-à-dire faire des rappels sur les matières scientifiques. Sur les matières scientifiques, il y a des acquis où il faut qu'il y ait une continuité. Sinon, vous ne pouvez pas accéder à un nouveau savoir, c'est pas possible. Donc il faut qu'il y ait une continuité. Je parle par exemple en physique, en maths et dans d'autres spécialités où c'est très important. Mais ça va être donc novembre, une partie de décembre. Il y a les vacances de l'hiver qui vont être maintenues parce que c'était très difficile de maintenir les enfants 5 mois en scolarité. Et donc il va y avoir pratiquement l'année prochaine qui s'annonce va être de 2 trimestres uniquement. J'aimerais bien... oui, allez-y. Parce que au fait, ce qui va se passer dans le protocole sanitaire qui a été adopté, il y a eu une réduction du temps, des horaires, du volume. Les horaires et de la charge aussi du programme. Ce protocole sanitaire consiste en... Le scénario, c'est lequel qui a été retenu? C'est de faire travailler un groupe d'élèves pendant 1 semaine seulement la matinée et le deuxième groupe l'après-midi. Et la semaine suivante, on fait l'inverse. Donc le groupe qui a travaillé le matin, il travaillera le soir, et le groupe qui a travaillé le soir, il travaillera le matin. Oui. Moi, je pense que par rapport à la question, je reviens à la question, pour pouvoir se rattraper et rattraper justement déjà le fait de rétrécir le volume horaire, c'est de sensibiliser, d'impliquer aussi, encore une fois, les parents d'élèves. Il faut que le travail se continue à la maison. Et ça va être très difficile pour les parents qui travaillent. Voilà, vous ne pourrez pas. Le problème, c'est comment occuper ce temps que l'enfant va passer à la maison. C'est une occasion
pour que l'enfant retrouve son autonomie. Parce qu'on en a tout vu, hein, vous êtes dans l'enseignement. Là, c'est parce qu'on n'a pas le choix, surtout, oui, docteur on en a tout vu. Non, je voulais juste dire que l'enfant doit retrouver son autonomie et c'est une occasion. Là, c'est les points positifs qu'on doit tirer justement de cette pandémie Covid-19, c'est que l'enfant doit pouvoir... Je vais enchaîner avec une question, on verra s'il y a du positif dedans. Docteur Benhabib, justement, parce que dans cette course dans laquelle on est en train d'essayer de rattraper coûte que coûte les cours, et puis avec des groupes, comme vient de le dire docteur Touahria, est-ce que l'école ne perd pas quelque part son rôle justement d'éducateur? On parle beaucoup d'école, sauf que qui dit école ne dit pas forcément éducation. Donc l'éducation doit continuer à la maison, l'école doit continuer... Ça s'appelle le ministère de l'Éducation, comme oui, ça. Oui, ça s'appelle le ministère de l'Éducation nationale. Oui, mais l'État est là pour aider les familles dans l'éducation. Voilà. L'école a un rôle quand même dans l'éducation. Elle récupère, elle aide. Il n'est pas craindre que ce système-là va favoriser l'éclosion d'une éducation sauvage dans les garages, dans les maisons, un peu partout, parce que les enfants ne vont pas se retrouver comme ça, sans enseignants. Les parents sont occupés et ils vont chercher toute possibilité où il y a un enseignant qui va s'occuper de leurs enfants. Justement, docteur Khiati, il faudrait que la méthode d'enseignement change aujourd'hui. Et la pédagogie, est-ce que l'école est prête pour... L'enseignant doit axer son travail sur l'apprentissage aux élèves à pouvoir travailler d'une façon autonome. On est d'accord sur ce point-là. À partir d'un certain niveau, peut-être pas pour les tout petits, ça peut commencer. Pas au primaire. Il faudrait que les programmes à la télé soient plus attractifs. Oui, on va terminer sur une question avec vous, justement, docteur Touahria. Alors aujourd'hui, on l'a dit depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de le répéter, on est dans une phase d'observation. Est-ce qu'on a aujourd'hui une visibilité justement sur la durée éventuelle de ce protocole sanitaire? Est-ce qu'on a une visibilité? Est-ce qu'on sait approximativement il va durer combien de temps? Non, on n'a pas réellement une visibilité. Je pense que tous les chercheurs dans le monde vous diront que nous n'avons pas de visibilité sur le futur de cette pandémie. Donc on est dans une situation, on est dans le tunnel. Alors, inédite. Donc nous, on fait que suivre, on fait que observer et faire le suivi de l'évolution de cette pandémie. Donc nous, on souhaite que ce soit une pandémie saisonnière, et qui se terminera d'ici la fin de l'année. Ça, ça reste un souhait. Mais vous dire aujourd'hui que nous avons une visibilité, ça, c'est vraiment difficile. Je pense que les téléspectateurs vont rester sur leur faim et on va plus peut-être compliquer les choses. Je pense qu'il faut être peut-être un peu plus optimiste en disant tout simplement qu'aujourd'hui, il y a des données les chiffres sont positifs internationales. C'est que le virus a perdu de sa virulence un peu partout. On est passé d'une mortalité de 3 à 4% à une mortalité de moins de 1 pour 1000, un peu partout dans le monde. De plus, le fait de voir des chiffres très élevés de personnes atteintes ne veut pas dire que c'est très grave, mais c'est uniquement une simple infection avec laquelle on est obligé de vivre. Le problème qui va se poser pour le futur à venir, c'est d'avoir des paramètres. Aujourd'hui, les virus qui circulent, on ne connaît pas. Est-ce qu'il y a un virus, 2 virus, plusieurs virus, les variants? Donc il faut étudier son génome. Il faut absolument savoir sur le plan génétique quel est le virus qui circule. Deuxièmement, il faut qu'on sache également le degré, l'incidence, c'est-à-dire la séroprévalence. Combien de personnes ont été infectées, combien de personnes n'ont pas été infectées. Ceci va préparer même la vaccination, si vaccination il y aura, étant donné qu'on ne connaît pas encore le type de virus qui circule. Est-ce qu'il y a un ou plus? Donc tous ces problèmes techniques, il faut d'abord avoir des réponses pour donner des réponses, si vous voulez, plus justes. Aujourd'hui, on est obligé de voir le contexte international et régional et de considérer cela. Ce qu'on peut dire pour un peu tranquilliser les gens, c'est de dire que tout simplement le Maghreb et l'Afrique de façon générale n'ont pas été atteints de façon très importante. Espérons que ça va continuer comme ça. Merci beaucoup, messieurs, dames, d'avoir participé à ce débat. Restez avec nous, puisqu'on va accueillir dans un instant, juste après le jingle, le chroniqueur de l'émission que j'annonçais tout à l'heure.
Et nous accueillons le docteur Abbas Mchdel, le chroniqueur de l'émission, pour la rubrique Focus. Bonsoir. Bonsoir Sarah. Alors notre thème aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire. J'imagine que vous avez deux filles qui sont en âge d'aller à l'école. Comment appréhendez-vous cette rentrée scolaire? Alors c'est beaucoup d'inquiétudes parfois, mais nous sommes conscients en qualité de parents qu'il est nécessaire de reprendre les cours, que les enfants reprennent le cours de l'école pour toutes les raisons que nous connaissons, pour l'équilibre psychologique et physique des enfants. Mais nous savons pertinemment que ça ne va pas être comme ça a toujours été le cas les années passées. Il y a une situation de pandémie Covid-19 avec laquelle nous devons composer. Nous sommes tenus de faire un travail de sensibilisation au sein de la famille pour expliquer à nos enfants toutes les mesures à respecter pendant leur présence au sein de l'école et pendant qu'ils sont en compagnie de leurs camarades de classe. Absolument. Oui. Et nous sommes aussi dans la situation d'expliquer à nos enfants, mais aussi à l'ensemble de la société, que nous devons vivre avec ce virus. Oui, justement, on en parlait avec mes invités tout à l'heure. Alors, votre rubrique aujourd'hui revient un peu sur les leçons ou les enseignements que finalement on a tirés de cette pandémie. Vous pensez qu'il y a du positif quand même dans cette pandémie? Il y a des enseignements à tirer de cette situation de pandémie, de très longs mois de situation infectieuse mondiale qui a frappé tous les continents. On compte plus d'1 million de morts, mais il y a toujours des enseignements à tirer. Nous avons en premier lieu repris à l'esprit l'importance de toutes ces mesures d'hygiène qui sont extrêmement importantes dans la vie de chacun de nous, dans les annales des maladies infectieuses. Si nous y revenons, nous allons trouver toujours un chapitre qui est consacré à l'hygiène corporelle, à l'hygiène des mains. Aujourd'hui, nous savons pertinemment, et selon les derniers rapports des experts, que l'infection Covid-19 est une infection qui est transmise principalement par le contact, et de ce fait, l'intérêt d'aller encourager les gens à insister sur le lavage des mains, sur l'usage du gel hydroalcoolique, mais aussi l'usage des masques. Il y a eu beaucoup de polémiques par rapport à cette situation. Par rapport à l'utilité du port du masque. Par rapport à l'utilité du port du masque. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes pertinemment conscients que l'incidence de beaucoup de maladies à transmission aérienne va baisser, les infections rhinopharyngées, les infections pulmonaires, notamment chez des patients qui sont atteints de maladies pulmonaires chroniques, de maladies respiratoires, de personnes âgées. Cette incidence va sensiblement diminuer et cela en parallèle au but principal qui est toujours la prévention de la contamination du Covid-19. Oui. Alors la pandémie, vous le dites clairement, a changé nos habitudes, mais pas seulement, elle a également secoué la conscience collective. Absolument, parce que ce qui était auparavant une santé individuelle et des mesures individuelles de préservation de la santé de chacun de nous est devenu un enjeu collectif. De quelle manière? C'est-à-dire que si chacun de nous et respecter les mesures de distanciation physique, les mesures d'hygiène, le port de masque, il ne s'agit plus de se protéger soi-même, mais aussi de protéger toute une collectivité. Il y a un impact direct sur la santé de toute la population. Nous avons compris, nos concitoyens ont bien compris que en restant vigilants, on se protège non seulement soi-même, mais aussi toutes ces personnes qui nous entourent, que nous aimons, nos parents, nos grands-parents, ces personnes malades qui vivent avec nous. Nous avons vu beaucoup de confrères médecins, ou sinon dans d'autres corporations, éviter carrément de rentrer chez eux, juste pour ne pas contaminer des personnes âgées ou des personnes fragilisées. En rentrant chez elles. Donc, notre comportement a radicalement changé.
Oui, il y a aussi un autre aspect qui est très important aussi lorsqu'on parle des leçons ou des enseignements, c'est le fait aussi d'avancer dans la recherche lorsqu'on est obligé ou lorsqu'on est dans l'urgence. Oui, et d'autant plus qu'il s'agit d'une souche virale qui est tout à fait nouvelle, que nous ne connaissons pas du tout. La famille des coronavirus a toujours été connue en virologie, mais aujourd'hui nous nous sommes retrouvés avec une souche qui a un comportement tout à fait particulier, qui nous a surpris à un moment, on s'y attendait le moins. De grands experts ont eu l'humilité de dire, en leur posant des questions par rapport à l'épidémie, à l'infection, de dire « je ne sais pas ». Et ce « je ne sais pas » ouvre la porte à la recherche, au travail acharné pour comprendre, pour avoir une idée sur le génome viral, pour avoir une idée sur le comportement, la virulence de l'agent pathogène, et pour avoir une idée sur les meilleures techniques thérapeutiques, que ce soit médicales, que ce soit en milieu de réanimation, que ce soit de l'intérêt du confinement, de l'isolement des personnes. Et donc, il y a eu effectivement une avancée scientifique qui a eu lieu tout autant que celle que nous avions vécue dans le passé, dans des passés assez lointains. Le meilleur exemple, c'est qu'il a fallu beaucoup de morts par des maladies infectieuses bactériennes pour qu'il y ait l'effort humain qui a donné naissance à la révolution qui a été celle de l'usage des antibiotiques et qui a freiné et qui a absolument arrêté un très grand nombre de maladies infectieuses. Je pense que nous sommes dans le même état de fait. On termine avec un dernier point aussi qui a été bousculé par cette pandémie. Vous dites qu'il y a un impact émotionnel très important aussi. Il n'est pas du tout à négliger l'impact émotionnel, parce que nous qui étions libres de nos actes, libres d'aller vers les autres, vers les personnes que nous aimons, vers nos enfants, vers nos parents, les faire des accolades, rencontrer des amis, se serrer la main, être proches l'un de l'autre, nous avons été contraints, bon gré mal gré, à abandonner toutes ces habitudes. Oui. Et de comprendre de façon paradoxale, de façon à laquelle nous ne nous étions pas du tout préparés, que si nous voulons nous protéger, protéger notre prochain, nous devons rester loin de cette personne-là. Et cette distanciation-là est une preuve d'affection, preuve d'intérêt, preuve d'amour vis-à-vis de ces personnes-là. Et en réalité, entre le début, avant le Covid et après le Covid, la vie ne sera plus jamais la même et notre approche à la société, notre approche à notre environnement aura complètement changé. Oui, finalement, la Covid ou le Covid nous a changé à jamais. Merci, docteur Mejdel, pour la rubrique. On vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique. Merci à vous de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. On vous retrouve vendredi prochain avec un nouveau thème. On parlera du cancer du sein. Au revoir.